Il s'est agi dans le cadre de cette conférence du rapport de la femme à la paix et à la tradition. Et vous savez, il y a une sorte de circularité dialectique entre ces trois concepts. La paix agit sur la femme agit sur la paix et vice-versa. Donc il y a pour ainsi dire un rapport presque tautologique entre la femme et la paix. Parce que justement, la femme, dans la tradition africaine, occupe une place centrale. Et elle doit être donc vectrice à la fois de la paix et du développement. Donc c'est ce qui explique justement ce qui justifie le thème de cette conférence. Alors, la femme au cœur de notre tradition, gage de paix et de stabilité. En fait, cette thématique est le corollaire logique de ce que l'ONU a bien voulu placer en 2016, ou alors appeler en 2016 l'année de la femme. Alors, l'association médique, comme son nom l'indique, association à caractère culturel, je ne vais pas reprendre ce que M. Arnaud a dit tout à l'heure, ce n'est pas un groupe de pression médique, c'est une association culturelle. Alors, les panélistes ici aujourd'hui sont venus partager des expériences, prendre de la hauteur par rapport à un thème ô combien important, marqué par trois grands temps. La femme, la paix, et au milieu de tout ça, la sempiternelle question de tradition. Alors, puisqu'il s'agit de la femme, je vais d'abord passer la parole au micro pour nous dire quel est le regard que l'institution étatique peut aujourd'hui porter sur l'organisation d'une conférence comme celle-ci. Naturellement, à partir même du thème que vous avez formulé pour cette session, la femme au cœur de notre tradition, l'âge de la paix et de la stabilité. Je crois que le thème est justement évocateur et c'est un thème qui restera d'actualité compte tenu du rôle prépondérant que la femme a joué dans nos sociétés anciennes, joue dans notre société contemporaine et continuera à jouer dans les sociétés à venir. Et naturellement, le gouvernement de la République est conscient de la place de la femme dans tout ce qu'il entreprend. D'ailleurs, lui a fait une part assez belle en lui consacrant tout un ministère pour son développement. Je voudrais parler du ministère de la promotion de la femme, de la famille. Et quand on parle de la promotion de la femme, de la famille, ça veut dire qu'on va travailler déjà pour essayer de corriger les écarts qu'on a dû constater liés parfois à un manque d'informations suffisantes. C'est pour ça que nous allons constater que sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur beaucoup d'autres plans, il y a des écarts qui se sont créés entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, l'un des défis majeurs est celui d'essayer de rattraper ces gaps. Et rattraper ces gaps, vous comprenez qu'il faut le faire de façon transversale parce que les gaps se retrouvent partout. Donc je dirais déjà que sur le plan institutionnel, la présence déjà d'un ministère qui a pour rôle la promotion de la femme et de la famille est suffisamment évocateur, dit assez sur ce que peut penser l'État par rapport aux problématiques touchant la femme. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que le ministère va essayer de faire? J'ai dit avec parfois des partenaires, vous me ferez signer quand je commence à être long. Avec l'appui des partenaires au développement, l'appui des partenaires multilatéraux, on mène des activités sur le plan du développement, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Et à l'intérieur du ministère, dans toutes les régions du Cameroun, on a implanté ce que nous appelons les centres de promotion de la femme et de la famille, qui existent dans pratiquement tous les départements, dans beaucoup d'arrondissements. Nous en sommes aujourd'hui à peu près à 92 centres. Le besoin est là.
on n'arrive pas encore à répondre aux besoins partout. Mais à l'intérieur de ce centre, on essaie de faire des formations en direction des femmes. Il y a des formations que nous appelons des formations continues, celles qui essayent d'amener les femmes à prendre leur autonomie économique parce que c'est parfois les sources de violence qu'elles subissent parce qu'elles n'ont pas le pouvoir économique. On leur fait monter ce que nous appelons les activités généralisées de revenus, parfois sur des formations relativement courtes et sur des formations également à la carte, à la demande de groupes de femmes. Et ainsi, c'est souvent un centre, parfois même d'incubation pour le développement de la jeune fille. Donc voilà à peu près la perception, ou alors les efforts. On a par le passé également mis dans ces centres de promotion de la femme et de la famille des formes de crédits rotatifs, des fonds rotatifs pour que les femmes essaient de prendre, parce que nous voulons prouver que la femme qui fait le beignet haricot au bord de la route est capable de payer la scolarité de quelqu'un qui se développe normalement. D'ailleurs, nous sommes, si nous regardons autour de nous, je suis certain qu'il y en a qui ont été élevés par l'argent de beignet haricot bouilli à 5 heures, maman se lève, et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui parle parfois sur le perchoir de la République même. Alors pour dire que nous on a mis ce genre de petits crédits, parce que les femmes ont peur d'aller vers les banques, parce que c'est assez onéreux, on a mis un certain nombre de crédits rotatifs qui tournaient autour de 225 000 francs pour que la femme aille prendre et améliorer son activité. On a vu des femmes qui vendaient les bâtons de façon très alternative, qui maintenant sont des grossistes en bâtons, partis sur ce type de crédit et sont devenus plus actifs dans leur famille. Je voudrais donc dire que nous travaillons donc à la réinsertion de la jeune fille dans cet aspect. Et il y a un vaste domaine d'entrepreneuriat féminin que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille essaye de mettre au pied. Vous dites que l'État met un accent sur la promotion de la femme, l'épanouissement et l'indépendance de la femme. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les femmes ont un rôle beaucoup plus discret, à peine visible, mais d'une subtilité importante. Ok, merci pour cela. On va garder les soifs pour la séance de questions. Alors, je m'en vais ici passer la parole aux hommes de science, la science du langage, des traditions, puisque maintenant on plonge les pieds dans ce qui nous réunit ici aujourd'hui. On va d'abord laisser l'institution étatique, mais on va prendre l'institution scientifique, c'est-à-dire tous ceux qui réfléchissent autour des questions de tradition, de langue africaine. J'ai nommé ici le Dr Toyem du CERF Tola. Dr Toyem, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces thématiques? Très bien, merci de me donner la parole. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un agréable devoir protocolaire, puisqu'il est toujours agréable de le faire, celui de remercier l'association Yémiké de l'Insigne Honneur qu'ils nous ont fait en nous associant à cette activité d'importance. Il faut le signaler d'entrée de jeu, le CERF Tola est une organisation inter-État de coopération scientifique, culturelle et diplomatique, dont la vocation est la valorisation des identités patrimoniales africaines. Ceci justifie donc notre présence sur cette table. Bien, pour revenir au thème, notamment à l'intitulé « La femme au cœur de nos traditions, gage de paix et de stabilité ». Le concept phare ici, c'est celui de la paix. Signalons à la suite du responsable du prof que la paix s'inscrit dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les actualités éternelles, ou encore dans la terminologie des relations internationales, la paix est un bien international. C'est une question éternelle, c'est une question sensible, elle est au cœur de la société humaine. Donc voilà une conférence qui est donc consacrée à la paix, ou plutôt à la femme dans son rapport à la paix.
C'est une problématique grave à l'heure actuelle, car le rôle de la femme dans les stratégies irénologiques, donc dans les stratégies de résolution des conflits, n'est plus à démontrer. Ceci est vrai aujourd'hui, cela l'était davantage dans les sociétés précoloniales. Dans un article publié en juillet 2005 par un journal sud-africain, Interpresse Johannesburg, et intitulé « La paix commence avec les mères, les filles et les sœurs », il est établi que les femmes sont au premier plan de la résolution des conflits dans le monde, et notamment des conflits sociaux de type socio-communautaire. Quand je parle des conflits de type socio-communautaire, il s'agit des conflits de niveau 1. Je vais signaler d'entrée de jeu qu'il y a 4 niveaux de conflits. Il y a les conflits de niveau 1, qui sont les conflits ordinaires, dont les conflits socio-communautaires. Les conflits de niveau 2, qui renvoient aux conflits à l'intérieur des États. Les conflits de niveau 3 interétatiques, les conflits de niveau 4 les méga conflits tels que la guerre de religion aujourd'hui, avec le phénomène du radicalisme violent ou encore le terrorisme. Donc, il y a également la directrice du programme du Fonds des Nations Unies qui a abordé cette question en présentant la femme comme étant le centre même de la médiation des conflits. Surtout que la gente féminine représente plus de la moitié de la population mondiale. Plus de la moitié de la population mondiale. Donc, elles doivent de ce fait jouer un rôle central dans les problématiques de construction, de consolidation et de résolution de la paix. Il faut signaler à la suite de cette dame qu'il y a la résolution 1325 des Nations Unies qui donne mandat aux États pour d'implication des femmes dans les négociations nationales et internationales en matière de conflits. Mais il faut constater que les États membres des Nations Unies piétinent à mettre cette résolution en œuvre au regard des clichés et des préjugés défavorables qui pèsent sur les femmes dans certaines sociétés. Je me réfère ici par exemple à une formule de Hegel, le philosophe allemand, dans son ouvrage « Les principes de la philosophie du droit ». Dans cet ouvrage, il établit que les femmes ne sont pas faites pour les sciences, encore moins pour la philosophie, et que de ce point de vue, la femme, parce que régie par des inclinations essentiellement basses, ne peut pas assurer une médiation sur le théâtre d'opération des conflits. Nous constatons donc chez ce penseur allemand ce qu'il est convenu d'appeler une sexomanisation des rôles sociaux, puisqu'elle fait justement de la femme un être dégradé. La femme demeure ainsi à un stade pré-réflexif et épitumétique de la vie animale selon ce penseur. Nous constatons donc que Hegel assigne la femme à la sphère de l'immédiateté sensible, à la sphère strictement biologique et un être donc qui ne peut pas indiquer le sens dans une société. Bien, mettons Hegel de côté, nous convoquons l'imagerie populaire africaine. Il y a des slogans et des clichés dans l'imagerie populaire qui visent justement à réifier la femme, à la chaudifier, en disant par exemple que les urines d'une femme ne peuvent pas traverser le tronc d'un arbre, par
exemple, pour dire que cette résolution 1325 des Nations Unies a de la peine à s'ancrer dans les mœurs en raison justement de ces différents clichés. Or, quand nous procédons à une sorte de remontée génésique dans l'histoire et la géographie des idées, nous constatons que l'Afrique, ancestrale notamment, dispose d'une expérience avérée en matière de résolution des conflits et la plupart du temps conduite par les femmes. Je prends par exemple le cas des tribunaux traditionnels au Rwanda, qu'on appelle le Gacaca, avec le génocide que nous avons connu dans cette région du pays. C'est les femmes qui étaient aux avant-postes de la médiation à travers ce système du Gacaca. C'est vrai au Rwanda, cela l'était davantage au Burundi. Prenons également l'exemple des sages traditionnels, des comités locaux, des médiateurs au Kenya, à travers le Bushigandahe. Là, c'est un mécanisme traditionnel des conflits qui a fait ses preuves et qu'il est souhaitable aujourd'hui dans la conjoncture actuelle de revisiter. Je pense également au Conseil des sages en Somalie, qu'on appelle le Birti. Là, c'est des dispositifs traditionnels de résolution des conflits qui ont fait leur preuve. Et plus récemment, non loin de nous, Ubuntu, avec Nelson Mandela. L'Ubuntu qui est une philosophie non violente qui place l'homme justement au centre de ses préoccupations. Et c'est cette philosophie, Ubuntu, qui a été à l'origine de la politique vérité et réconciliation. Et au niveau familial, nous avons également constaté qu'il y a des dispositifs de résolution non violente des conflits dans l'Afrique précoloniale qui a fait ses preuves, notamment en Éthiopie, avec le chicha. Il s'agit donc ici de la promotion des valeurs traditionnelles, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être locaux qu'il faut réhabiliter. D'où ma thèse. Il est urgent aujourd'hui de réinventer la gestion internationale des conflits à partir des réalités traditionnelles africaines. Comme je viens de le démontrer, l'Afrique dispose d'un biotope de ressources, tout un réservoir des stratégies, des techniques et des mécanismes traditionnels de résolution des conflits que nous gagnerons justement à implémenter face, par exemple, à ce que j'appelle ici la privatisation du sens du monde par le camp triomphant et dominant. Ce système mondial, justement, qui a répandu dans le monde une sorte de démocratie, je dirais du Kalachnikov, qui repose sur le principe du winner takes all. Le gagnant prend tout. Quid donc de la minorité? Où va la minorité quand la majorité prend tout? Il urge de réinventer la gestion internationale des conflits à partir des mécanismes traditionnels de résolution des conflits qui reposent principalement sur le principe du win-win. Gagnant-gagnant. Je crois que s'il faut rentrer au Cameroun, puisque je n'ai pas évoqué le Cameroun, il y a le breuvage, par exemple, du Kati dans certaines sociétés qui vise justement à réguler la société. L'arbre de paix, par exemple, à l'ouest Cameroun, qui a des vertus. Chacun de vous ici peut décliner un mécanisme traditionnel de résolution des conflits en vogue dans son village. Donc il s'agit aujourd'hui de remettre en perspective ces mécanismes afin que l'Afrique puisse s'affirmer, affirmer le rôle historique qui a été le jour de
sien, à savoir une société de paix où le consensus règne. Je prends aussi l'exemple du paradigme de l'arbre palabre africaine, qui s'adosse sur le consensus et non sur le dissensus. Et dans cette théorie de l'arbre à palabre africaine, ce que j'appelle ici la démocratie palabrique, elle n'exclut personne. Autour du baobab, le soir au village, les sages, y compris les femmes, les fous et les exclus, étaient intégrés, impliqués dans la délibération sur les questions essentielles du village. C'est ça ce que j'ai appelé la démocratie palabrique ou encore la gouvernance sous l'arbre. C'est cette gouvernance sous l'arbre qu'il faut réinventer aujourd'hui, la réadapter justement au système mondial de prédation. Je vais finir, monsieur le modérateur, en convoquant quelques dames dynamiques dans l'histoire de l'humanité qui ont fait leur preuve et qui sont en réalité des femmes lauréates du prix Nobel de la paix. Puisqu'on tend souvent à les oublier alors qu'elles existent. Nous avons constaté, par exemple, qu'en 1905, il y a Madame Bertha von Suttner, qui est une Autrichienne, qui a été connue comme médiatrice des conflits partout dans le monde. C'est le cas également de la baronne d'Autriche, Émilie Grech-Balch. C'est également le cas de Betty Williams et Mairead Corrigan en Irlande. C'est Mère Teresa en Inde, que personne ne peut oublier. C'est Alva Myrdal en Suède. C'est Aung San Suu Kyi en Birmanie, que vous connaissez tous. Rigoberta Menchú Tum de Guatemala et Jody Williams des États-Unis. Bien, c'est sur cette convocation de ces figures illustres féminines sur le théâtre des résolutions des conflits que je vous remets la parole. Je vous remercie. Alors, docteur Toyel, vous semblez nous dire que le Bushigantai et le Tchatcha ont marché au Rwanda, que l'Afrique doit être aujourd'hui considérée comme un réceptacle d'outils traditionnels dans la résolution des conflits en Afrique, et même dans le monde apparemment. C'est parfait, oui. Face justement au délitement des mécanismes officiels, du moins de la diplomatie officielle, vous voyez qu'elle semble ne pas être pertinente par rapport aux conflits de type asymétrique que nous constatons aujourd'hui. Il faut donc des nouvelles approches, et ces nouvelles approches peuvent s'enraciner dynamiquement dans nos traditions. Et merci beaucoup. Donc, on peut dire que c'est ce que le droit public a récupéré pour appeler la justice du gazon. Que, de toutes les façons, ce qui semble important à retenir, c'est que la femme est donc d'une importance capitale, au même titre que l'homme, dans de très nombreuses traditions à travers le monde. Elle est donc souvent un instrument de la tradition, artisan indispensable de son prolongement dans son évolution et gardienne de savoir ancestral. Donc, responsable de sa transmission et gage de la paix. Le seul message, mesdames, c'est que je vous invite à venir au Musée national du 7, 8, 9 et le 10 à la Croix-Rouge Cameroun à partir de 19h. Vous n'allez pas être déçus. Madame, quelles sont les innovations de cette 7e édition? Bon, il y a eu deux grandes innovations. Il y a d'abord l'exposition d'œuvres d'art au Musée national et ensuite l'élection de la reine de la beauté traditionnelle. Vous allez voir, vous n'allez pas, ça sera... Je ne vous dis pas. Venez le 7, 8, 9 à... Quels sont les critères de sélection déjà de cette dame qui la va reine faire de la beauté, le concours de beauté? Est-ce que aussi vous pouvez en même temps nous parler de votre concept de votre événement? Déjà, pour être parmi les reines de la beauté, disons pour aller en compétition, pour commencer, il faut être naturel. Naturel de teint. Et de maîtriser ces traditions. Vraiment, voilà, je pense que ce sont les seuls critères.
C'est vrai, on ne regarde pas trop le physique. Si vous êtes belle ou mince ou vous avez 1 mètre de taille ou 200 kilos, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que vous deviez maîtriser vos traditions, c'est tout. Si vous maîtrisez, vous seriez la reine de la beauté traditionnelle. Ça concerne Joséphine Bamou? Non, pas du tout. Ça concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nous avions même des candidates à l'international. Ça concerne tout le monde. Et parlant du concept, c'est quoi le concept? Vous pouvez nous donner Le concept mimique, en fait, le concept mimique, déjà par sa définition, veut dire don de soi. Nous avions créé mimique, c'est-à-dire pour le rayonnement de l'art africaine, disons camerounaise d'abord, et ensuite africaine. Donc mimique est là pour la promotion de la riche culture que nous avions en Afrique. À ce festival est greffé la nuit de la Tabaski. Il s'agit concrètement de quoi? Bref, c'est vrai qu'il fallait toujours commencer quelque part. Au départ, on voulait un espace indexant. Ensuite, on a réalisé que la période où les musulmans fêtent généralement, c'est un peu calme. Nous avions donc, nous avions baptisé cet événement la nuit de la Tabaski. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, hein. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on voulait un nom vraiment pour vous attirer. Donc voilà. C'est mon oncle qui m'a invité et donc c'est pour ça que je suis candidate. Alors, en langue maternelle, vous avez invité les Camerounais, les étrangers à venir visiter votre village. M'a invité par mon groupe pour tout le village. Je chantais parce que rien ne me fait plus intéressé. Merci. Je m'appelle Bandolo Mbarga Anne Angela. J'ai 19 ans. Je suis originaire de la région du centre, département de la Meufouakono, arrondissement de Bikok. Village Kamba. Mes motivations pour la participation à cette élection sont très personnelles parce que je suis une grande amoureuse de la culture africaine, bien que n'ayant pas toujours été parfaitement imprégnée de mes racines. Alors ce concours est plus comme un défi pour moi et j'aimerais pouvoir prouver à tous ceux de ma génération que lorsqu'on veut connaître sa culture, on peut y arriver. En langue maternelle, vous avez invité les Camerounais étrangers à venir visiter votre village. Moi c'est Mbopio Sangokadi, j'ai 15 ans, je fais seconde, je suis de la région de l'Ouest, Rosier Collège, je suis de la région de l'Ouest, plus précisément à département du Nord, Le village. Fumban. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours? Bon bref, j'ai pas... c'est mon entourage et ma maman surtout plus. Parce que c'est l'une de ses grandes amies qui m'a appelée quand j'étais au village. Je me dis que bon, il y a une compétition, est-ce que tu peux accepter? Bon, au début j'ai douté. Mon papa m'a encouragé, ma maman et elle également. Donc je la remercie beaucoup pour ça. Vous allez nous dire en langue maternelle, inviter les Camerounais et étrangers à venir visiter votre village. M'a invité pour un village chat, Chini Potoche, village chat. Bye bye. Qui est Atangana Liliane Tachana, âgée de 17 ans. Je suis en classe de première au collège Jean Bebenga. Originaire du littoral, plus précisément à la Sanaga Maritime. Département de la Sanaga Maritime. Le village Matom. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, je suis folle amoureuse de tous les concours de Miss, quoi. J'aime bien ce qui concerne les défilés. Ouais. Donc c'est un peu ça ma motivation. En langue maternelle, vous allez nous inviter dans votre village.
Abasango ni banyango. Abasango ni banyango. Là on a le terme une édition mémique. My name's Aishatou Adamou. Where you come from? I'm from northwest region of Cameroon, precisely a village called Sabga. Please invite us to our village. Yeah, you are highly welcome in my village, Sabga. Yeah, anytime. Just 2 words. Okay, I invite you with your colleague so that you can come, then we visit the nature. What is your motivation of this festival? My motivation is like I was having a friend who is participating in this festival. She just gave me a call that if I can attend, as I like my culture. I said no problem, and I attend. Yeah, thanks. Hello, my name is Stella Collins. I'm a Nigerian, a teacher by profession. Where you come from? Please, I'm from Nigeria. Our village, Nigeria. Igbo, precisely Anambra State. From Anambra. What is our motivation? I'm really motivated because the theme for this event, this year edition for Association Memike, Women at Heart of Tradition, Promoters for Peace and Stability. I'm motivated as African lady. I'm motivated because I have a heart of African lady. I'm proud to be Africa. I'm really proud. Because of this, I will always encourage African ladies to embrace our tradition as women, that we should teach our children our African culture, teach them how to speak the language, how to greet, our food, how we dance, and how we respect elders in the society. Please invite us to our village, to visit our village in our language. My tongue. Ndewon. Maman. It's all. Greetings. It's all. Ndewon. Kai. As African lady, kai wetudo na nkwudosi ike n'obodo anyị. Kai kụzielu ụmụaka anyị ka esi asụ asụsụ, kai kụnyekwa mkpụrụ nke udo na ikwudosi ike na mkpụrụ obi ụmụaka anyị. Ndị be anyị maman. Je m'appelle Fouta Sanon. Je suis originaire de l'ouest département du Nord. Village. Fumban. Invitez-nous dans votre village en langue maternelle. Bah, mon père, 100%. C'est tout? Donc si on veut venir là, c'est 100% là. Donc, je suis pour un conjoint maintenant, que pour un conjoint, que pour un coup de la que y a mis pour un jeune, Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours? Il y a motivé à avoir mis manga yi run to ngupam nanta envua da ya era me ta 20 machine nani to nguma vua. Merci. Alors, nous allons donc passer la parole à l'institution, donc la personne qui est en charge, le patron de cet événement et donc de tout ce festival. Alors, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, quel regard l'institution que vous incarnez peut aujourd'hui porter sur le rôle de la femme dans le maintien de la paix sous couvert de sa tradition? Merci de me passer la parole. Je voudrais d'abord rappeler au public
et au modérateur que je ne suis que le délégué régional des arts et de la culture. Représentant, oui, même si je suis le représentant, là, je ne suis que son représentant. Et je suis bien et bien le délégué régional des arts et de la culture. Le docteur Réand a fait toutes les civilités. Je voudrais pour ma part, avant de commencer, exprimer donc ma gratitude au ministre des Arts et de la Culture qui me permet d'être ici avec vous sur ce plateau. Je voudrais tout simplement également remercier tous les différents partenaires parce que la culture, elle est sectorielle. Nous voyons beaucoup de partenaires autour de nous. Nous avons le micro, nous avons des chercheurs. Alors pour revenir à votre question, je voudrais tout simplement dire que le ministère des Arts et de la Culture accompagne tous les promoteurs culturels qui voudraient valoriser notre riche patrimoine. Et cette valorisation ne se passe pas pour être dans le folklore, mais c'est pour être concret, c'est pour être palpable, c'est pour contribuer, je dirais, au développement. Je voudrais dire à quelque chose de matériel qui puisse garantir la paix, la stabilité et la croissance. Donc, notre rôle, en dehors de l'accompagnement, c'est de faire faire. C'est-à-dire que nous devions canaliser tous les efforts, tout ce que les différents partenaires, les différents promoteurs culturels voudraient bien donc faire dans le cadre de cette promotion du patrimoine culturel, qu'elle soit matériel ou immatériel. Alors pour terminer, je voudrais également vous dire que, conformément à ce que vous aviez demandé, le rôle de la femme dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel, vous saviez, les autres précédents orateurs l'ont si bien dit, s'il y a la stabilité, c'est d'abord au niveau de la femme qui est garante de cette stabilité, qui est la gardienne des différentes traditions. Si nous allons dans notre patrimoine, je crois que vous savez que partout on a des reines-mères dans les différentes sociétés que nous avions. On a des femmes qui sont au centre de la tradition. Alors si elles sont au centre de la tradition, ça veut dire qu'elles peuvent, pas qu'elles peuvent, elles garantissent donc cette stabilité et elles servent souvent d'interface. Je reviendrai pour terminer sur des propos que nous avançons souvent, la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, en réalité c'est que les hommes rentrent retrouver leurs femmes respectives et ils essaient de voir ensemble quels sont les problèmes qui ont été posés au niveau de là-bas. Quand je parle là-bas, c'est pour les femmes métiers, comprennent un peu ce que ça veut dire. Mais dans d'autres, comme la carrière culturelle, ça se retrouve, c'est la même chose. Et le lendemain, nous retrouvons la solution au problème qui a été posé et une solution pacifique. Ça veut donc dire que la culture joue un rôle essentiel et la femme est le maillon de ce rôle en amenant chacun à ce que la paix, la stabilité et que les relations sociales puissent être mieux vécues. Voilà un peu ce que je peux dire pour un début dans cette intervention. Je vous remercie. Alors, vous avez dit que la femme peut constituer le maillon essentiel du maintien de la paix à travers ces traditions. Alors, ce qui est nécessaire à dire, c'est que la femme, dans son rôle, ou dans sa fonction de gardienne de la tradition, se reprend de plus en plus des proportions importantes. Alors, la tradition est donc plus enracinée dans un concept de société qui donne enfin à la femme une place de choix. Et à ce qui paraît, juste pour vous relancer, l'association Mémique serait peut-être la première, sinon l'une des premières à aujourd'hui mener une conférence, débat sur la thématique. Je voudrais tout simplement féliciter l'association Mémique pour la démarche, parce que tout ce que nous faisons doit être rationnel. Et nous devions féliciter la démarche.
cette démarche est très scientifique. Je pense au contrôle du docteur qui est là et des autres. Parce que l'organisation, c'est quelque chose de scientifique. On ne se lève pas un matin et dit qu'on peut faire des festivals. Et je me réjouis de la présence des communicateurs qui sont là, qui pourront mieux apprécier. Parce qu'en tant que partenaire, accompagnateur, je ne pourrais pas faire une classification officielle pour ne pas mettre les autres promoteurs culturels en difficulté, mais je voudrais qu'ils voient ce qui s'est fait de bien fait. Et nous tous ici, nous voyons à l'œil nu que c'est bien fait. On commence d'abord par une conférence de presse. On doit donner ses idées. On doit, comme on dit, ce qui se conçoit bien, se réalise bien. Donc, on commence d'abord par une conférence de presse. Et c'est ça que je voudrais féliciter la promotrice. Elle a associé des personnalités et des personnes éminentes. Ouais, on a associé les communicateurs. La conférence de presse n'est pas là pour dénigrer, mais c'est pour qu'ensemble, et c'est ce que nous conseillons souvent aux organisateurs, nous trouvons le bon tempo, nous arrangeons ce qu'il faut faire pour la suite des événements. Et comme nous ne vivons pas en vase clos, c'est ce qui se passe partout ailleurs, je voudrais inviter les autres promoteurs à suivre cette voie, c'est-à-dire la voie de l'organisation rationnelle des manifestations culturelles. Cela peut aussi aller dans le cadre des manifestations sportives, communicationnelles et d'autres. Si nous vendons bien notre festival, je crois que les promoteurs économiques, les partenaires vont venir. Pour preuve, le CRD est là, le MINPROF est là, nous avons un directeur du MINPROF à côté de nous, nous avons les journalistes qui ont pris la peine, tout le panel qui est là, ça veut dire que le travail a été bien fait. Et si le MINPROF est à la 7e édition, vous avez dit depuis 2007, nous savions qu'il y a des festivals qui n'ont que 1 ou 2 années. C'est pour nous l'occasion d'encourager madame et de demander à tous les partenaires de suivre cette voie et également que le ministère des Arts et de la Culture est disponible à accompagner tous les partenaires culturels. Nous sommes là pas pour faire, mais pour faire, pour accompagner. Et quand c'est là, nous allons toujours donner notre accompagnement qui est gratuit. Je ne me permettrai pas de vous remercier à la place de Mme Joyanne. Je m'avais plutôt introduire une dame, experte socio-économiste. N'allez pas dire qu'on a confisqué encore l'affaire des... Merci, monsieur Mécan. Je suis très honorée de prendre part à cette plateforme d'échange parce qu'on a souvent vu des débats sur divers domaines. En ce moment, on parle plus de guerre, de politique et tout le reste, et sur le plan économique aussi, mais rarement on parle des phénomènes culturels dans des débats. Or, l'identité d'un peuple prend racine dans sa culture. Et qui mieux que la femme peut être gardienne de cette culture-là? Alors, si aujourd'hui on voit le désastre dans la société, à travers les guerres, à travers le terrorisme et tout ce que les prédécesseurs ont cité, c'est parce qu'il y a quelque part, à mon avis, de femmes, un certain déséquilibre aussi au niveau de la cellule la plus petite. Parce que tout comme l'être humain, l'organisme est constitué d'atomes à chaque niveau, de la même façon, un pays est constitué à la base des petites cellules, ce sont les cellules familiales. Alors ces cellules-là, on voit la prolifération de cellules familiales monoparentales qui prend de l'ampleur dans notre société, qui pourtant au départ n'était pas le cas. Alors si cette société se dégrade, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors les femmes se sentent peut-être abandonnées, les femmes se sentent lésées, les femmes sont obligées de se débrouiller par elles-mêmes. Mais ce n'est pas comme si la femme était un instrument qu'on devait trimballer, dont on devait prôner et chanter de nom partout, juste comme une cause perdue qu'on essaye de rattraper. La femme, c'est un être à part entière et donc elle doit pouvoir prendre des décisions et décider de changer. Parce que l'expert du Cerdotola nous a bien présenté tout à l'heure comment dire, les faits des générations antérieures. L'Antiquité, qu'est-ce qu'elle nous relate, qu'est-ce qu'elle nous rapporte comme fait? C'est que les femmes ont pris des décisions. Les femmes ont été au cœur de l'évolution. Les femmes ont été gardiennes de ce que nous avons de plus cher, de plus riche, notre patrimoine. Alors, pourquoi aujourd'hui on fait face plutôt à une crise? Pensons que la femme devrait
par des conférences comme celle-ci, prendre conscience que, quelque part, peut-être c'est elle-même qui a lésé ce patrimoine-là, dans sa quête de combler le manque qu'elle ressentait par rapport à l'appui des hommes. Il est temps qu'elle se recentre sur ce qu'elle est censée faire, toute la capacité dont elle a hérité depuis la création. Par conséquent, nous pensons que la femme a un rôle prééminent dans la culture, dans la préservation de nos traditions, parce que c'est elle qui va transmettre les valeurs qu'il faut à la famille que nous fondons. Il n'est pas question ici de cantonner la femme à un rôle de femme au foyer, de mère, non, mais de transmettre tout ce patrimoine-là à chaque étape de ses activités, dans tous les domaines de la société. Que ce soit dans un bureau, que ce soit dans tout ce que la femme a à faire, dans tout type d'expression. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'éducation des enfants, il s'agit aussi de sa profession, la femme professionnelle, la femme dans sa religion, la femme dans tout ce qu'elle a à faire. Il faut qu'elle maintienne ce patrimoine-là, la richesse de ce patrimoine culturel, la richesse de notre culture, pour pouvoir encadrer sa pensée et l'activité qu'elle a menée. Merci. Merci, Madame Laure Dauphin, experte socio-économiste. Vous avez donc pu apprécier la voix de femme sur les questions qui engagent la femme. Vous faites tout à l'heure bien de dire que c'est peut-être la femme qui a délaissé son rôle prééminent. Alors j'ai envie de dire que ça fait aussi chaud au cœur de savoir que c'est une femme qui reconnaît que c'est elles-mêmes les femmes qui ont quelque part délaissé leur rôle prééminent dans la société. Alors, si vous semblez donc dire qu'on va, en tant que femme et courroie de transmission par excellence de tradition, elles doivent donc résolument continuer leur chemin ensemble, les femmes. Bien sûr, je ne le dis pas pour être visée par les femmes, mais en fait, c'est parce que nous allons constater que l'événement qui nous rassemble ici a été initié par une femme. Madame Joya a eu une idée. La richesse culturelle, c'est quelque chose de tellement important que dans des pays comme en France, ça fait partie de 3,2% de leur produit intérieur brut. Au Canada, ça donne plus de 600 000 emplois et ça contribue à plus de 64 millions de dollars dans leur économie. Donc c'est un domaine assez porteur. Alors si une femme, de tous les événements, de tous les festivals qu'on a eu à voir, peut avoir l'idée d'initier un projet comme celui-ci, et le porter à ce niveau où nous sommes aujourd'hui avec des personnalités d'une telle envergure, nous comprenons donc que nous, les femmes, étant en majorité dans la population, si nous nous y mettons toutes, nous allons vraiment faire décoller le pays et dans tous les aspects possibles. Quand je vous avais dit qu'elle était socio-économiste, elle a tout fait pour trouver la pirouette nécessaire pour retomber dans les chiffres, les millions, les pourcentages. De toutes les façons, merci Madame Dauphin. Je vais ici revenir et entrer dans un cadre plus large. On va inviter ici quelqu'un, M. Rony Fomete, sociologue, qui va donc nous situer le rôle de la femme. En fait, il m'a soufflé en offre que ce n'est pas que dans la tradition ou alors dans la stabilité que la femme a un rôle à jouer. Depuis la nuit des temps, la femme a joué un rôle important dans le maintien de la paix. Donc la tradition n'est qu'une autre activité parmi tant d'autres. Alors, M. Rony Fomete, vous avez... C'est un honneur pour moi d'être assis sur cet arbre ce matin et de partager avec la promotrice du festival Menique. Cela pour plusieurs raisons. Nous disons que le temps des femmes est advenu. Et si leur temps est advenu, cela suppose qu'elles ne peuvent pas réaliser, construire l'édifice du monde toutes seules. Il faut bien que leurs compagnons hommes les accompagnent comme il a toujours fait. Et cela doit se faire d'un commun accord. Mon intervention, elle se focalise sur l'illustration des femmes qui ont exercé et qui exercent dans les sphères de pouvoir et d'autorité, notamment celle de la Sûreté nationale du Cameroun. Il faut situer mon intervention en rapport au thème général qui est « Femme au cœur de nos traditions, gage de paix et de stabilité ». Ici, moi je pense qu'il faut qu'une clarification notionnelle soit d'abord faite. Lorsqu'on parle de tradition, moi je pense que les traditions ici n'est pas seulement quelque chose de passé,
mais c'est un dialogue d'éléments de socioculture entre celle du passé et celle du présent, parce qu'il faut un équilibre relatif pour que l'homme puisse puiser dans ces éléments socioculturels et s'orienter vers l'avenir. Et à côté de cela également, lorsqu'on parle de paix, on sait que la paix également, elle est multidimensionnelle, mais la stabilité encore, elle, touche ici plus du point de vue institutionnel étatique, c'est-à-dire un fonctionnement plus ou moins harmonieux des institutions, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques et tant d'autres. La communication qui est la mienne va se structurer autour de quelques points, notamment le rôle que les femmes ont joué dans la sécurité nationale au Cameroun. Ce rôle, il est bien vrai que l'histoire nous enseigne que les femmes ont pendant longtemps été exclues de ce bastion de pouvoir et que ce n'est qu'en 1958 qu'elles ont intégré les sphères de pouvoir de la sécurité nationale. La vague des pionnières, celle qui remonte aux années 80 jusqu'en 78, avec des noms comme Desombe, Lucie, Delongué et de Ngoligom. Elles n'étaient pas nombreuses à cette époque et on s'était rendu compte que sur 27 hommes, il n'y avait que 4 femmes. C'est dire qu'à cette époque, les femmes jouaient déjà un rôle dans ces sphères de pouvoir. Et à partir des années 80, ce chiffre s'est multiplié environ de 10. Et les femmes étaient déjà à peu près 25. Elles continuaient à jouer un rôle et permettaient aux hommes de recontester ce bastion de pouvoir qu'ils avaient colonisé de la création de la sécurité nationale au Cameroun. Mais s'il faut maintenant toucher du doigt le cœur du rôle des femmes, qui ne s'arrêtait pas qu'à la participation à l'intégration dans ces sphères de pouvoir, on se rend compte qu'aujourd'hui, en contexte d'internationalisation du terrorisme sur l'axe ouest centrafricain, au Cameroun, la femme également est appelée à jouer un grand rôle parce que, comme l'a mentionné le docteur Toyem, la résolution 1325 et les résolutions connexes qui ont été décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies doivent être implémentées au niveau du Cameroun. Il est également souligné que les États membres traînent encore la patte. Mais je vais ajouter à ce qu'il a dit que le Cameroun, cela fait déjà 2 mois, en partenariat avec le système des Nations Unies spécialisé sur les questions de femmes, notamment ONU Femmes, recruter des consultants qui travaillent sur l'élaboration de ce plan national d'implémentation des résolutions 1325 et résolutions connexes, qui visent simplement à intégrer la dimension genre, parce qu'on sait que les femmes sont très vulnérables en contexte de conflit. Et cette vulnérabilité exclut et réduit leur capacité de participation au développement au sens global. Et à côté de cela, il est également utilisé d'autres éléments de notre socioculture en puisant un peu en Afrique, notamment l'Ubuntu et autres. Mais cela, moi je pense, ça renvoie simplement à ce qu'on peut appeler un autre mécanisme qui est éminemment africain, la justice transitionnelle, où en Côte d'Ivoire, on a encore la peine depuis la crise post-électorale à l'implémenter. Et il y a le Centre suisse de recherche scientifique installé en Côte d'Ivoire qui a également lancé des appels à recrutement pour les docteurs en sciences sociales sur cette thématique centrale qu'est la justice transitionnelle, qui est un mécanisme intermédiaire entre le droit international et celui des cultures africaines, pour voir comment est-ce qu'on peut négocier sans pour autant condamner ceux qui sont reconnus comme fauteurs de troubles, leur donner une possibilité de lever la tête et laisser le temps aux populations d'accepter de les pardonner. Monsieur le modérateur, il faut qu'on me signale déjà qu'il ne me reste que plus que 4 minutes. Je vais comme ça évoquer 2 autres arguments qui sont notamment la redistribution des rôles à la sécurité nationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai focalisé mon propos sur cela. Lorsque les hommes étaient tout seuls dans la police camerounaise, comme on l'appelle généralement, ils avaient certains comportements et certaines attitudes, parce que c'était hyper masculinisé. Et lorsque la femme intègre cet environnement, il y a renégociation
il y a redistribution des rôles, et je peux même dire qu'il y a un pacifisme qui s'installe. Parce que, laissez-moi vous dire, l'enquête que j'ai eu à mener en fin 2014 et 2015 dans les villes de Douala et de Yaoundé m'ont permis de me rendre compte que les femmes apportent, je vais dire quoi, l'apaisement dans les activités qui est réalisées au sein de la sécurité nationale. Et que lorsqu'elles ont en face d'elles un homme, celui-ci, même s'il allait lui reprocher de s'être mal conduit, dit que non, ça peut être ma mère, ça peut être ma fille, ça peut être ma soeur. Il se tue et continue son activité. Et à côté de cela, je vais achever par là un dernier argument, qui est celui du fait que je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à mon propos, et c'est là la position de ma communication, que le temps des femmes est advenu. Aujourd'hui, c'est le temps des femmes. Quand on parle du temps des femmes, on reconnaît également que les hommes sont à côté. Donc, je vois bien quand je lève la tête dans la salle que la majorité sont des femmes. Celui qui veut le contester essaye de regarder, et même que moi, d'un point de vue statistique, on se rend compte que les hommes sont moins nombreux. Et je vais comme ça remettre la parole à M. Fomekong, rapidement, pour le remercier. Et remercier également le public. Monsieur Fomekong, merci d'être venu. Alors, avant de passer la parole au public pour la séance des échanges, je voudrais quand même relancer le délégué de la culture sur quelque chose de très pertinent que M. le Minprof a dit tout à l'heure, quand il parlait de l'indécence vestimentaire. Alors, monsieur le délégué, qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche? Je crois qu'il faudrait remercier le Minprof pour cette action. Et pour moi, peut-être ce que je vais dire m'engage, mais ça va nous engager tous. Et je me réjouis de la présence de cette photo-là qui est là. Dont l'une des missions est la promotion de la culture africaine dans toute cette diversité. Il m'arrive parfois de discuter avec des amis, quand on est dans la salle, je lui dis, mais pourquoi on ne peut pas, excusez-moi le terme, africaniser ou bien acculturer les défilés de mode? Est-ce qu'on est obligé de faire le passage des filles en bikini ou en maillot de bain? Est-ce qu'on est obligé, s'il vous plaît? Pourquoi on ne peut pas africaniser ou bien acculturer les défilés de mode? Regardez un peu comment ces hôtesses, comment ils sont très bien habillés. S'il vous plaît, allez vers les défilés. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous tous débattre corps. Qu'on essaye, même à l'église catholique, on a culturé certaines choses. Et je me réjouis quand le prof dit, par exemple, des l'indifférence vestimentaire. Quand nous voyons les défilés de mode, et si le corps des femmes, c'est déjà, qu'est-ce que ça pose problème? Donc, à un moment, il faudrait que les scientifiques, on ne va pas seulement faire des débats économiques, mais il faudrait des débats culturels, qu'on essaie de réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas revoir la façon de faire? Parce qu'on n'est pas obligé de tout avaler. Je pense que c'est quelque chose où chacun doit mettre la main pour éduquer. Et il en est de même au niveau de la musique. Ce qui a été également évoqué, nous accompagnons des promoteurs culturels qui font des choses que je puisse dire dignes. Parce que nous ne pouvons pas accepter ou tolérer que des indécences soient faites dans le cadre culturel. Et maintenant, ça interpelle la conscience de tous les consommateurs de la culture que nous sommes. Si nous aimons plus ces choses-là, entre guillemets, ça veut dire que nous n'aurons que le reflet de ce que nous voulons. Mais il faudrait que chacun prenne conscience pour que l'action qui a été prise par le MINPRO pour l'indécence vestimentaire, que moi je salue, pour la musique, également nous accompagnons ces actions en valorisant, en honorant ce qui est bien. Mais dommage, nous allons voir que c'est parfois la musique qui est indécente, tout le monde achète, ou bien d'autres actions. Donc je voudrais vraiment dire que essayons de réfléchir, le cercle de là est là. Vous êtes également, c'est comme une balle à la mer. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment acculturer nos défilés de mode? Merci. Bonjour. Bonjour, madame. La fête a commencé. Hein? Bon, je vous remercie tous vraiment d'avoir répondu présent
à notre invitation et j'espère que nos panélistes ont été à la hauteur de vos attentes. Je vous donne rendez-vous le 7 au Musée national, ça sera l'ouverture. Il y aura une grande marche artistique. Ça sera sous le contrôle du ministère des Arts et du CERF de Tola. Vraiment, venez, vous allez voir. Ensemble, nous allons vraiment marcher sur nos primes. Je vous remercie.